Fayulu Tshisekedi, est-ce la grande réconciliation? Si oui, pour quelle finalité? Pendant ce temps, est-ce que Moïse Katumbi est en train de se faire avaler petit à petit par Joseph Kabila? Nous en parlons dans le cadre de cette émission. Je vois déjà mon invité bondir rien qu'à l'annonce de ces thématiques. Nous parlerons également de la situation de la ville, province de Kinshasa. Pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Mike Mukeba. Et bonjour et bienvenue. Bonjour, Élisée Odia. Joseph vu bondir tout de suite. Oui, là, c'est vraiment un impact que tu m'as donné à l'estomac. On va en parler. On va répondre à la question. Quand Katumbi et Moïse, chaque fois est en train de se faire avaler, je me suis dit, tiens, quoi, comment ça? Vous allez nous expliquer si c'est pas le cas. Pour certains, ils estiment que non, Katumbi, franchement, s'il n'est pas déjà avalé, c'est qu'il se fait avaler petit à petit par Joseph Kabila. Puisqu'on parle de Joseph Kabila, on nous a carrément interdit de parler de Joseph Kabila, de commenter son actualité, de parler du PPRD, de commenter l'actualité du PPRD par le CESAC. Vous avez vu cette décision du CESAC. Comment l'analysez-vous? Non, c'est très grave, très très grave. Je crois que Félix Tshisekedi ne s'en rend peut-être pas compte, il sera jugé durement par l'histoire, parce qu'en fait, c'est sous son règne que ça s'est fait. Donc, sa bénédiction à lui, cette dérive totalitaire s'accomplit sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Bosembe n'est pas la loi. Il n'est pas là à édicter les comportements. Le comportement est codifié au terme des textes légaux du pays. Lui, il est régulateur. C'est qu'il a à prendre les textes et à l'opposer au comportement des acteurs. Et s'il y a écart entre ce que la loi dit et les actes posés par les uns et les autres, c'est alors en ce moment-là qu'il agit. Mais non, mais maintenant, Bosembe est devenu une source de la loi, il décide. Mais il dit que c'est l'autorité des régulations. Non, c'est l'autorité des régulations. Elle-même, elle est soumise à un texte de loi qui détermine ses prérogatives. C'est très grave. Quand un individu se réveille le matin et décide et dicte une conduite et décide qu'aujourd'hui ne parle plus de tel, c'est-à-dire qu'ici, un peu plus, peut-être qu'on y est déjà, c'est Pyongyang ici. Il ne manque la Corée du Nord. Il ne manque que la présence de Kim Jong-un. C'est Pyongyang ici. Mais est-ce que, là, on va essayer d'analyser froidement, mais est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, je ne sais même pas si je dois l'appeler ou ne pas le citer, on est dans une il tire ce pouvoir-là d'où? Bon, je ne sais même pas, mais aujourd'hui, moi, je vais quand même poser la question. Il tire ce pouvoir-là d'où? Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas sorti de l'arc républicain? S'il n'est pas sorti? De l'arc républicain. Politiquement, vous pouvez le dire, mais pas sur le plan du droit. Politiquement, vous pouvez le dire. Vous savez, en politique, on peut tout se permettre. Mais sur le plan du droit, qu'est-ce que vous avez contre lui? Et encore qu'en ce moment où il fait des déplacements pour Goma et il s'y installe, en ce même moment, le gouvernement est en train de négocier avec des représentants de l'AFC M23 à Doha. Donc, il n'y a que vous qui avez... Là, c'est que le gouvernement accuse d'être soutenu par Joseph Kabila. Il y a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous trouvez un peu cette incongruité-là? Comment vous pouvez comprendre ça? Il n'y a que vous qui avez le droit de prendre langue avec l'AFC M23 et pas d'autres Congolais? Je crois peut-être que politiquement, vous pouvez, comme en politique on se permet tout, mais sur le plan du droit, vous n'avez rien contre Kabila. Mike Mukeba, vous avez été journaliste. On parle en grande partie, mais c'est une décision qui ne concerne pas que des journalistes. Actuellement, on revient par rapport aux journalistes. La décision, elle est tombée. Elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que les journalistes que nous sommes devons nous comporter? Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'inaction dans votre corporation. C'est que vous subissez ces soldats en service commandé, vous les subissez. C'était pas le cas à votre époque? Vous avez la possibilité d'attaquer sa décision en justice. C'est vrai que vous me direz que c'est sa justice à lui, en tout cas la justice du régime, mais il faut le faire. Vous devez vous mobiliser, descendre dans la rue, mais je ne vois pas qui va prendre l'initiative d'une telle démarche aujourd'hui, parce que ceux-là qui étaient en première ligne et en qui j'avais un peu d'espoir en disant que la presse allait continuer à porter la flamme de la liberté, c'est là on ralliait le camp du pouvoir. Donc il n'y a plus personne aujourd'hui pour porter ce combat-là. C'est là que ça fait le plus mal.
les quelques-uns qui ont tenté ont été contraints à l'exil. Pero Louara, Bibi Kapila, Stanis Boujakera, comme Merveille Baelenge, et puis Steve Wimby. Ils ont été contraints à l'exil, c'est dommage. Le Congo, depuis que moi j'ai conscience d'homme, que je suis un homme qui comprend ce que c'est son pays, moi-même j'ai pratiqué ce métier de journaliste pendant près de 25 ans, j'ai jamais compté autant de journalistes en exil. Jamais. Bon, vous pouvez m'expliquer que c'est pour diverses raisons, pour ceci ou cela, ok, mais je vous dis que j'ai jamais compté autant de journalistes en exil que sous Félix Tshisekedi. Donc, en interne ici, vous estimez que les journalistes actuels n'ont pas assez de moyens ou n'ont pas assez... Mais je ne vois pas qui va prendre la tête de ces combats-là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y avait une organisation ici, je crois, Rajek, avec des Peter Tiani et les autres. Vous savez, ce qui est advenu à cette organisation-là. Ses principaux animateurs ont rallié le pouvoir. C'est pas parce qu'on est proche, entre guillemets, du pouvoir qu'on n'est pas pour la liberté de la presse et d'expression. Vous pouvez être pour la liberté, mais du moment que vous dépendez de ces pouvoirs, vous êtes son appointé. Comment vous allez vous dresser contre ce pouvoir? Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, vous dites, il faut peut-être faire des recours, attaquer la décision devant les gens. La décision en justice. Il tire ses pouvoirs d'où? Ses soldats en service commandé. Et ce qui est grave, c'est que c'est un juriste de formation et encore un avocat. Il tire ses pouvoirs là d'où? De décréter que ceci ne va pas être fait, que cela est interdit. Il tire ce pouvoir d'où? À sa décharge, c'est un pouvoir. À sa décharge, c'est pas de lui, c'est quand même le bureau du conseil du conseil supérieur de. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier. Ouais, c'est que je sais que pour que le CESAC statue, c'est avant tout la plénière qui s'est réunie. Là, vous me parlez du bureau. En tout cas, le document que nous avons, c'est signé par le bureau du conseil. Ah ben, vous savez, il peut mettre ses bureaux ou pas. Hein. Vous savez, hein. Il peut, de la limite, même les mettre devant un fait accompli, signer en son nom propre, mais dire le bureau. Et là, chacun portait son boulot là-bas dans cette pétaudière. En tout cas, il y a un de vos de CESAC. En tout cas, il y a un de vos héritiers qui lui se bouge. Je viens de le lire. Ah. C'est Yves Bouya qui dit qu'il va attaquer la décision devant le Conseil d'État. Donc ça bouge pour dire qu'en interne, en interne, il y a des gens qui ne veulent pas. Yves Bouya, je suis très flatté, je le salue ici, Yves Bouya, et je l'accompagnerai dans cette démarche. Je serai là avec lui. Je vais même, moi, donner mes avocats à Yves Bouya pour qu'il participe à la confection de cette démarche, de la mise en œuvre de cette démarche. On voulait commencer cette émission par ça parce que vous êtes un ancien journaliste. Je ne sais pas si je dois vous appeler un ancien journaliste. Mais vous avez. Bon, je ne pratique plus, normal. Vous ne pratiquez plus, mais vous avez été ce journaliste de renom qui a essayé qui est un modèle pour plusieurs. Mais aujourd'hui, vous avez la casquette de politique, député honoraire, député provincial honoraire, membre de Ensemble. Vous occupez quelle fonction? On ne sait pas. Ensemble aussi, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Hein. Les grades avaient été rabattus dans l'ensemble pendant que j'étais en détention. Donc, un comité ad hoc avait été mis en place dans la conduite des affaires pour aller vers le Congrès. Et vous savez que par la suite, il y a eu beaucoup d'imprévus avec la situation de crise à l'Est. Et donc, nous n'avons pas réuni ce Congrès. Parce que aujourd'hui, les choses flottent un peu, il faut le reconnaître. Pas qu'un peu, mais je garde tout de même. À l'époque, j'avais une double casquette. J'assumais les fonctions de l'interfédéral de Lukunga et en même temps communicateur national. Mais c'est mes fonctions de interfédéral Lukunga qui ont été rabattues, mais je reste tout de même communicateur national de mon parti. Depuis que vous êtes sorti de la prison, vous êtes pratiquement le seul pour le compte d'Ensemble, en tout cas ici à Kinshasa, à donner de la voix. Ah, comment ça? Pratiquement. Peut-être que vous ne prêtez pas très attention. Oui. Il y a des jeunes... Peut-être que la voix d'Ensemble n'est plus si audible que ça. Il y a des jeunes que je trouve qui font montre de beaucoup de bravoure, qui l'ont chaud, hein. Et mon parti, il est à tout le front. Est-ce que sans son temps, on parle quand même Kilo Chaud, je le connais, un jeune qui se bat. Ouais, mais vrai. Après, on s'attendait. Je vois encore Aristote, lui, il est très actif dans les réseaux sociaux, avec même une marque à lui-même. Mais Moukeba, vous savez qu'on ne parle pas d'eux, on parle pas de ces jeunes-là qui essayent de s'engager. On parle de ces
allez, de ces grosses pointures de Mais les grosses ensemble. pointures d'ensemble, elles sont presque tout en exil. Et quand on est en exil, on ne parle pas. Est-ce que vous On voyez, a vu que Kamita tout parlait pour le compte de Kabila, donc il peut parler, il parle, Ouais. mais cette aura-là, on la sent plus. Non, vous devez comprendre que là où les armes parlent, il est difficile que les idées trouvent de l'espace. Et c'est comme si la crise de l'Est nous a un peu soufflé l'initiative et que l'attention est plus tournée vers Doha. C'est tout à fait normal que nous connaissions un peu cette sorte d'attentisme en nous disant que le plus important pour nous, c'est de pousser vers les dialogues Madine, Senko et CC, et que le mois venu, nous ferons parler de nous. Il viendra un jour, on parlera vraiment de cet ensemble pour la République, un parti qui avait suscité l'espoir. Qui avait suscité plus Bah oui, parce qu'on a l'impression que ça flotte. On a l'impression que non. Comme Moïse Katumbi est en exil, le parti est en berne. Non, c'est flottement. Ça fonctionne pas. C'est flottement, Ça fonctionne par pas. la situation exceptionnelle que vit notre pays. Mais les autres partis fonctionnent. Je ne sais oui. pas quand vous dites les autres partis fonctionnent, je ne suis pas là à comparer, mais je vous dis que la situation que traverse notre pays ne permet pas une vie normale de partis politiques. Tout à l'heure, je disais encore au début de cette émission, je vous ai vu bondir quand j'ai parlé d'un Katumbi qui se faisait avaler. Ça, c'était un bel épercute. Est-ce que c'est faux? Complètement faux. Qu'est-ce qui est faux? Il faut pas que les gens se trompent. Moi, je suis un analyste. J'ai passé toute d'accord. ma vie à faire de la chronique politique, donc je suis fort en prospective. Ce que nous connaissons maintenant, c'est un moment, c'est une transition. Il faut comprendre que les moments clés dans une démocratie, l'échéance la plus importante, ce sont les élections. Donc, pour dire que mon Katumbi se fait avaler aujourd'hui, je vous dirais oui. Donc, avalé par qui? Le tant mieux, c'est que vous avez dit qu'il s'est fait avaler par Kabila. Nous ne sommes pas en rivalité pour dire qui est le plus grand leader, qui est à la tête de l'opposition. Nous ne sommes pas dans cette attitude-là. Nous savons que le plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais se retrouvent tous autour d'une table. Négocier et discuter pour que la paix revienne à l'Est et dans l'ensemble, et sur l'ensemble du territoire national. Et ceux qui ont l'initiative, ce sont les évêques. Nous avons plus d'une fois élevé la voix pour donner notre position, dire que nous étions favorables. Les restes, ce que les gens disent, comme s'il y avait à se disputer un leadership, ça, nous ne sommes pas dans cette polémique. Les moments clés, ce ne sera pas aujourd'hui, ce n'est pas les dialogues pour nous, mais le moment clé, c'est 2028. Nous avons l'ambition de diriger ce pays et nous nous préparons à ça. C'est en 2028 que vous comprenez que nous sommes l'un des plus grands, sinon le plus grand parti politique de ce pays. Vous verrez, si les élections sont transparentes, parce que cette fois-ci, nous avons la possibilité à travers les dialogues de pouvoir faire une remise en cause totale de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Espérons que nous y arriverons. Et donc, nous pouvons espérer des élections transparentes. Vous verrez ce que nous allons faire dans ce pays. Nous sommes dans un pays, est-ce qu'aujourd'hui, au nom du dialogue, on doit effacer le passé? On parle quand même d'un Kabila qui a fait voir de murs et de pas verts à Moïse Katumbi, un Kabila qui, beaucoup des jeunes qui vous ont suivi à une époque reprochent beaucoup de choses. Est-ce que au nom de ce dialogue, au nom de tout ça là, on efface tout ce que les uns et les autres ont eu à subir? Il y aura un moment où nous nous regarderons yeux dans les yeux avec Kabila et que nous dirons de vérité. Il y aura un moment donné, si jamais ce dialogue a lieu, que nous allons trouver des mécanismes pour la réparation et la réconciliation. Pour le moment, on ferme les yeux. Ce n'est pas que nous formons les yeux, mais je pense que là, il y a urgence à rétablir, à restaurer la paix et que c'est cela qu'il faut conduire en priorité. Mais nous savons qu'il y a certaines choses, par exemple, la mort de Floribert Chebeya, nous ne pourrons pas demain nous embrasser sans avoir trouvé une formule qui permette à ceux qui sont victimes, ceux qui ont été lésés, d'obtenir réparation, d'obtenir un pardon de ceux-là qui sont présentés comme des bourreaux. Il y a des problèmes fondamentaux, nous reviendrons là-dessus, c'est pas le moment. Nous n'oublierons pas, on n'efface pas le passé. Moi, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si jamais demain, il n'y a pas une réparation autour de la mort de Floribert Chebeya. Nous ne sommes pas comme l'UDPS qui est allé embrasser les PPRD nuitamment, sans aucune condition, parce qu'ils étaient en position de faiblesse et voulaient à tout prix diriger à n'importe quelle condition. Nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux.
Il y a des valeurs qui guident notre combat et il y aura un moment où nous allons discuter. Donc, au nom de, vous dites, on met un peu de côté nos valeurs Non, on et on devient les alliés d'abord de... On n'a pas mis de côté. C'est ça, il ressemble à Moukébaï. On n'a pas mis de côté. C'est ça, quand mais vous savez, moi, Moukébaï, je pose la question, Olivier Kamitatou, qui, selon certains, devient presque le porte-parole de Joseph Kabila, vous êtes aujourd'hui des alliés. Non, on n'a pas mis, attendez, quand vous dites alliés, on n'a pas mis ces questions-là de côté. Mais j'estime, moi, que le lieu par excellence, les cadres appropriés pour parler de ces questions-là, ça sera les dialogues. C'est en ce moment-là que nous pouvons nous mettre d'accord autour du mécanisme de réparation et de réconciliation. En parler aujourd'hui de manière bilatérale entre nous et Kabila ne va pas impliquer les autres Congolais. Donc, nous sommes dans ces processus, nous attendons, et le moment venu, ces questions-là seront mises sur la table. Est-ce que vous comprenez une partie de ces militants de Ensemble qui sont aussi un peu indignés de constater cette réconciliation? Vous avez parlé d'alliance, nous ne sommes pas encore en alliance, mais nous avons commencé des discussions. Et il y a donc un rapprochement. Mais vous vous soutenez mutuellement, hein, on voit. Nous avons signé un communiqué conjoint, nous l'assumons. Nous l'assumons. Nous sommes jusque-là dans un rapprochement, parce qu'il n'y a pas encore un cadre formel de collaboration. Et nous y arriverons inévitablement. Si c'est fait qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord, c'est tout à fait normal que dans un parti politique, que d'autres disent, que certains disent que nous ne sommes pas d'accord sur telle initiative. Et nous pensons que lorsque nous allons nous retrouver et que ce sera possible de pouvoir nous réunir et répondre la vie de notre parti politique normalement, il y aura des explications à fournir aux cadres, aux membres, à tous les niveaux pour qu'ils comprennent la pertinence de ce que nous sommes en train de faire. Ce serait si grave, ça serait à condamner, à repousser si nous le faisions pour notre intérêt, si Katumbi le faisait pour son intérêt personnel. Nous l'avons fait au grand jour. Ce qui nous a conduit à ces rapprochements, ça a été avant tout l'idée funeste, lugubre, le fait Tshisekedi et son régime d'aller vers le changement de la Constitution. Et vous avez décidé de signer un pacte avec le diable, entre guillemets. Peut-être ça. Si vous le dites, si c'était pour sauver le Congo, s'il y a lieu, il faut le faire. Il faut signer le pacte avec le diable. J'ai déjà répondu à la question. On parle de ce rapprochement. Il y a d'un côté le rapprochement. Vous imaginez un pouvoir à vie avec ces gens qui sont en responsabilité aujourd'hui? C'est que ça ferait au Congo? Là, dans le second mandat, vous voyez les dégâts qu'ils ont causés au pays. Ce sont des intentions. Et vous vous imaginez que là, ils s'engagent dans un pouvoir à vie? Ce sont des intentions. Il y a jamais. Vous leur prêtez des intentions. Tshisekedi ne compte pas s'éterniser au pouvoir. Quand les gens mènent campagne pour pour un changement de la Constitution sur base de mensonges, vous dites que ces gens-là ne sont pas mal intentionnés. Quand ils montent, ils mettent en avant. C'est quel article encore? J'étais en prison à un moment de ces débats. L'article 217 qui parle de la cession de souveraineté nationale. Mais ça, c'est cet article. Si vous enlevez, je ne suis pas juriste, mais je crois que tous les juristes les savent, je vais vraiment réfléchir de manière beaucoup plus, même triviale. Si vous retirez cet article de la Constitution, c'est plus possible de participer aux organisations régionales et internationales. Parce que quand vous adhérez dans une organisation régionale, mais c'est une cession, non, de souveraineté. Ça va de soi, non? D'adhérer à l'EAC, d'adhérer à la CEDEC nous demande de faire des cessions. Nous sommes aujourd'hui dans l'organisation appelée OADA. L'OADA, c'est pour l'uniformisation du droit dans les affaires en Afrique. C'est pour permettre d'aller plus vite, d'avoir les mêmes standards dans les affaires en ce qui concerne dans le domaine du droit. Ça va plus vite comme ça. Et quand un litige, les gens vont tous être départagés à Abidjan. Ok? La justice est un élément de notre souveraineté. Mais quand nous concédons à l'OADA une partie de cette justice-là, mais ça vient de cet article 217. Donc on ment jusqu'au sommet de l'État, on ment que cet article-là c'est pour céder le Congo aux étrangers. Quand des gens mentent comme ça, c'est qu'ils sont très mal intentionnés. Ça c'est vraiment clair. Ça ne justifie pas qu'on puisse prendre des armes pour ça. Non, madame, nous n'avons jamais pris des armes. Non, mais vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous rapprocher de Kabila aujourd'hui ne fait pas de vous un allié de Rwanda qui nous agresse et de Corneille Nangaa? Nous avons entamé notre rapprochement avec Kabila avant qu'il n'y fasse des déplacements de Goma. Et maintenant là, vous allez vous retirer. Dites-nous, vous allez vous retirer ou pas? Nous allons apprécier.
nous-mêmes. Vous prenez du temps, ça fait une semaine qu'il est à Goma, vous n'avez pas encore apprécié? Attendez, mais il est à Goma, en territoire congolais, au moment où l'AFC M23 est en discussion. Donc même quand je vous dis que nous allons apprécier, nous ne voyons pas qu'est-ce qui fâche dans cette démarche. Et les discours de Kabila a été un discours consacré essentiellement à la paix. C'est vrai sur une autre question, tel ou autre n'a pas trouvé son compte, tel ou tel autre a exprimé son désaccord. C'est comme moi, j'ai pas été d'accord avec Kabila quand il a dit, par exemple, que quand il a fait référence à son passé de soldat. J'ai dit non, c'est pas le moment. Nous sommes engagés dans un processus de paix. Il faut plus revenir avec de telles allusions. Ça, j'ai pas été d'accord. Mais pour l'essentiel, Kabila a appelé à la paix. Pourquoi nous devons remettre en cause notre rapprochement avec lui? Soit dit. Pourquoi? Pourquoi il doit vraiment... la question vous est posée. On parlait tout à l'heure de ce rapprochement. Kabila, Katumbi. Et pendant ça, il y a un autre rapprochement. C'est Tshisekedi et Fayulu. Vous l'avez vu venir, vous, ce rapprochement? Bon, le voir venir, oui, c'est vrai, depuis un certain temps... Martin Fayulu était passé champion dans les incongruités. Il disait une chose et son contraire. Il avançait, il reculait. Regardez comment il a balbutié pendant la période préélectorale en 2023. Il n'a pas aligné son parti aux législatives. Lui-même s'est engagé comme candidat. Hypothèse, s'il était élu président, il allait gouverner comment? Ça, on ne sait pas répondre. J'ai comme l'impression que depuis un certain temps, Fayulu a commencé à porter difficilement son fameux costume de président élu. Et donc, il a commencé à chercher à qui le céder. Et apparemment, là, il a trouvé un preneur à la personne de Félix Tshisekedi. On rappelle que il y a le mardi, je crois, Martin Fayulu a rappelé qu'il restait toujours le président élu. Votre analyse de son discours, c'est aussi un discours d'un leader, un discours qui a transcendé les clivages, qui est un discours de la paix. Ce n'est pas un discours qui transcende. D'abord, c'était un discours qui est en contradiction avec sa propre signature il y a quelques semaines. Le quarto, là. Sur le communiqué de 4 partis de l'opposition, il est lui-même en contradiction. Et je vais encore aller plus loin pour vous montrer qu'il y a comme excusez-moi, le terme il est peut-être fort, comme de la malhonnêteté là-dedans. Parce que les mêmes qui demandent à voir Tshisekedi, à quelques 4 ou 5 jours auparavant, tentaient de décrédibiliser Kabila quand il a fait le déplacement de Goma pour parler des liens entre Kabila et l'Union sacrée. Et 4-5 jours après, c'est lui qui demande maintenant publiquement la main. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a pensé que Kabila allait lui couper l'herbe sous les pieds, ouais, qu'il allait se faire court-circuiter ou quoi. Lui qui parle d'une grossesse, une nouvelle grossesse. Non, 4 jours après, c'est lui qui publiquement demande. Et quand vous voyez son discours, il s'agit là d'une revendication personnelle. Ça n'implique pas le Congo en ces temps de crise. Ils veulent rencontrer pour qu'il parle en tête à tête, seul à seul. Bon, alors, la question à lui poser, quand vous le verrez, et alors, quand il aura fini, puisqu'il a des vérités à dire, semble-t-il, je ne sais pas lesquelles. Alors, quand il aura fini de dire ces vérités à Félix Tshisekedi l'aura écouté. La prochaine étape, c'est laquelle? On perspective quelques idées. On continue parce qu'on vient de suivre. La prochaine étape. Il demande par exemple à ce qu'on puisse rassembler tous les processus et qu'on confie à fort. Il a compris qu'il s'est planté avec cette demande publique. Il a compris et il tente de se rattraper. C'est quoi cette demande que finalement on fusionne tous les processus? C'est impossible de fusionner tous les processus. Parce que ces processus-là se situent dans les temps. Ça va aller de manière chronologique. Il y a un processus qui est engagé déjà à Doha. Donc Fayulu est sérieux aujourd'hui pour demander à l'émir du Qatar d'arrêter ce qu'il fait. Mais vous soutenez déjà pour parler de Doha. Est-ce que vous croyez, même si l'EAC et la SADC l'ont fait, vous croyez que si vous êtes vraiment dans le vrai, vous croyez qu'il est possible
de fusionner les processus de Luanda qui est devenu aujourd'hui Lomé. Vous croyez qu'il est possible de les fusionner avec le processus de Nairobi qui implique une myriade, une multitude mais ça fait de désordre. groupes armés. On a combien de processus? Attendez. Non, ça ne fait pas désordre. C'est pourquoi je vous parle d'y aller graduellement. Donc, Doha est un préalable, tout comme Washington. Préalable à quoi? Préalable à Lomé, Luanda, et au pacte social. Donc, si un compromis s'est dégagé entre les belligérants, donc Kinshasa et l'AFC M23, parce que dans l'entretemps, Tshisekedi, dans sa stratégie de tenter de contourner le M23, voudrait accélérer Washington et mettre un frein à Doha, ce qui ne passera pas. Mais si jamais ce compromis était trouvé à Doha, donc Washington pourra aller très vite aussi vers un compromis. Et quand vous avez ce compromis, donc tout est réglé avec le Rwanda, avec l'FC M23, le reste maintenant s'engage. Lomé s'engage. Laissez-moi terminer. Lomé va se mettre en branle et Lomé c'est directement en phase avec le pacte social. Donc pas de Lomé avant la fin de Doha et avant la fin de Washington. Comment vous allez entreprendre Lomé si Doha n'a pas donné de compromis? C'est pourquoi je demande aux évêques d'avoir leurs apaisements. Ils n'ont pas à être pressés. Si Félix ne reçoit pas, c'est parce que lui, il sait que même s'il recevait aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va mettre en branle le pacte social. Vous croyez que ces gens ont été reçus à Paris au plus haut niveau par Macron lui-même, qu'ils ont été reçus jusqu'aux Nations Unies par Guterres? Vous croyez que c'est vraiment de la simple blague? Comme ça, ils sont allés en promenade et puis ils reviennent, ils vont mettre leur rapport sous un tiroir. Pourquoi vous faites une fixation autour de ce pacte-là, alors que il y a moyen de trouver aussi autre chose pour aboutir à un même résultat? À ces jours, c'est ce que nous avons de mieux comme proposition de paix. C'est parce que c'est ce que vous voulez. Ça, c'est selon vous. Non. Ça, c'est selon vous. Non. Il y a une bonne partie qui ne le voit pas comme ça. Ils ont commencé. Et tout de suite, ils ont reçu la confiance au niveau régional et international. Ils ont fait les tours du monde. Ils ont été reçus par des chefs d'État africains. Donc, l'initiative a été crédibilisée. Elle porte aujourd'hui la caution de la communauté internationale. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons continuer. Mais vous avez d'un côté une partie non négligeable, et moi je suis en train de dire c'est la partie essentielle, qui ne veut pas, qui estime que les prêtres, les prélats catholiques et protestants ne sont pas crédibles. Vous faites quoi? Vous faites le statu quo? Vous voulez que seul votre... C'est ça aussi. Madame, je vais vous dire une chose. Ce dialogue aura lieu. Avec ou sans la Synco et CC? Je peux engager ma crédibilité là-dessus. Il aura lieu. Avec ou sans la Synco et CC? Je vous en prie. Félix Tshisekedi a détabouisé ce qu'il y avait de plus grave. Détabouisé complètement. Il avait dit que le M23 négociait avec ces mouvements-là. C'était la ligne rouge à ne pas franchir. Il a franchi cette ligne rouge-là. Alors je vous dis que les évêques, eux, c'est la ligne blanche. Donc il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas les sangs sur le main. Donc demain, ce dialogue aura lieu. Donc ce que tu me dis des contestations, des protestations, tout à fait normal. Mais il y a comme une sorte de consensus déjà autour des évêques catholiques et protestants. Donc ce dialogue aura bel et bien lieu. Parce que si vous ne voulez pas de ce dialogue, vous pensez que la question sera résolue par quelle voie? Parce que par la voie militaire, c'est pas possible. Non seulement que inverser le rapport de force n'est pas donné pour nous, ça il faut le reconnaître. Mais plus encore, la communauté internationale ne veut pas d'une victoire d'un camp sur un autre parce qu'elle estime qu'il y a réellement deux problèmes. Si ça dure depuis 30 ans, c'est qu'il faut s'attaquer aux causes profondes. Donc, or, une victoire militaire empêchera qu'on s'attaque aux causes profondes de la crise. On parlait tout à l'heure de Fayulu. Pour vous, il faut écarter un Fayulu qui peut jouer le médiateur entre Tshisekedi et les prélats, par exemple. Mais attendez. Fayulu est parti au conflit. Lui-même, longtemps, a toujours mis en avant le processus porté par les évêques. Alors, je me demande maintenant, lui, il veut dédoubler la médiation. Il devient acteur et médiateur. Je vous ai dit ici que la prochaine fois que vous le rencontrez, posez-lui la question. Je sais pas pourquoi vous insistez. Qu'est-ce qui vous fait croire? Vous êtes tellement sûr que je vais le rencontrer. Façon de parler. Vous et les autres journalistes. Demandez-lui quelle sera la prochaine étape. Vous voyez déjà comment il commence à tâtonner. Après avoir accompli un pas qui a provoqué un tollé général, même
dans son propre camp. Et bien voilà, maintenant, il veut vous donner l'impression que non, il est dans une démarche qui prend en compte l'intérêt général. Ils vont me parler de quelque chose d'irréaliste, non fusionner le processus. Mais il faut bien faire bouger les choses. Tshisekedi ne veut pas des prêtres. Non, mais attendez. Il veut pas des prêtres. On vous dit ceci. On fait Attendez, comment? Madame Élisée Odia, je vous dis que la question des prêtres, leur crédibilité, ainsi de suite, ne se pose pas chez Félix Tshisekedi. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui. Il y a des préalables. Ces préalables doivent être accomplis. Ces préalables, ce sont les autres processus qui sont engagés. Tant qu'il n'y a pas de compromis à Doha, tant que Washington n'a pas été mis en branle pour arriver à une signature sur un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, les prêtres ne peuvent pas commencer. Donc le président Tshisekedi a raison de ne pas les recevoir maintenant. Non, c'est une évidence. Donc, et puis vous savez, hein, il faut pas qu'il donne l'impression au dur de son camp qu'il a l'impression de faiblesse. Il faut faire traîner un peu les évêques. Je suis pas pressé de rencontrer. C'est un peu ça. Le moment viendra. Ces processus-là se tiennent les uns les autres. Vous ne pouvez pas les fusionner tous. C'est irréaliste. Comment expliquer que vous allez les fusionner? Comment faire? Vous devez amener Kagame à Doha aussi. Alors que Kagame, c'est d'État à État. Dites-moi un peu. Donc vous allez prendre Kagame et l'amener aux discussions intercongolaises, intra-congolaises. Vous pouvez vous imaginer? Voyez-vous combien c'est incongru ce que Martin Fayulu propose? En fait, il fallait dire quelque chose pour tuer la bêtise qui a été commise. Pour détourner l'opinion de cette bêtise-là. Il fallait sortir quelque chose pour montrer qu'on réfléchit sur la crise. Mais est-ce que c'était pas aussi une façon pour lui, parce que là, je suis en face et là, ce qui a regretté, c'est qu'il s'est mis, ça c'était un problème, je crois, de stratégie. Martin Fayulu s'est mis dans une très mauvaise position, comme Kamere à l'époque du dialogue de Kanchachi. En fait, il est maintenant à la merci de Félix Tshisekedi. Il dépend de la volonté. Il a demandé, Félix a dit oui. Ah ben, si par la suite Félix ne le reçoit pas, ou qu'il le reçoit et que même il ne concède pas à ses demandes, il en sortira ridicule. Il est à la merci. En politique, tu peux pas. Et tout ce que vous voulez pas, c'est-à-dire au sein de Ensemble, vous voulez pas être considéré comme ça, vous voulez contraindre le président Tshisekedi? On ne veut pas le contraindre. Nous avons choisi la voie la plus consensuelle, celle d'avoir un arbitre entre nous. C'est la même voie que choisit Martin Fayulu. Non, c'est pas ça. Mais celle d'avoir un arbitre devant nous. Arbitre, j'exagère. Ils ne seront pas là à donner de carton rouge ou jaune, les évêques. Mais d'avoir une facilitation. Parce que Félix Tshisekedi est parti à ce conflit. Vous savez dans quelles conditions les élections ont été organisées ici. Le monde a crié à la fraude, et alors pour essayer un peu de légitimer l'élection de Félix Tshisekedi, Kadima a sanctionné des candidats. Une 80aine de candidats ont été sanctionnés ici, juste pour flouer la communauté internationale et donner l'impression qu'on était en train de corriger. Mais une fois que Félix a été proclamé élu, que les députés ont été installés, la Cour de cassation n'a pas cessé de demander à Kadima les preuves de sa sanction contre cette 80aine de candidats. A-t-il apporté ces preuves-là? Jamais jusqu'à ce jour. Ils ont été réhabilités. Certains même ont concouru aux élections qui sont été organisées dans des circonstances où elles étaient annulées. Par exemple, là, Kinké a été réhabilité et élu. Alors, toutes ces tricheries-là, vous ne voulez pas qu'on corrige, vous ne voulez pas qu'on en parle. Aujourd'hui, on parle, c'est vous qui en parlez, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on parle plus de ce qui s'est passé en 2018 que ce qui s'est passé en 2023. Comment ça, je ne comprends Mais pas. parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on a vu les Corneille Nangaa, les Joseph Kabila revenir, tous ceux qui entourent parler plus de 2018. Non, mais j'ai vu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, au niveau de Ensemble, vous n'avez pas réussi à créer, ou je vais pas dire capitaliser votre participation comme challenger à ces élections de 2023, qu'aujourd'hui c'est Martin Fayulu qui 6 ans après continue à parler qu'il doit redevenir par exemple sénateur à vie et qu'il est toujours le président élu. Est-ce que vous n'avez pas raté quelque chose au bout d'Ensemble? Qu'est-ce que nous avons raté? Nous sommes allés à des élections. À créer dans l'imaginaire congolais quelque chose que par exemple Fayulu a réussi. Pourquoi passer notre temps à vivre autour d'une illusion comme celle du président élu sans en avoir le moyen ni matériel ni humain de concrétiser cette illusion-là?
sans en avoir le moyen. Pourquoi? Est-ce que s'il y a pas nous, ce qui importe pour nous, c'est cette phase de dialogue pour qu'on se mette d'accord autour d'un consensus pour des élections transparentes. Pourquoi voulez-vous que nous restions sur une rêverie plutôt que de montrer aux Congolais la voie, la perspective, l'avenir, ce que nous pouvons faire? Si demain nous sommes en responsabilité, non, nous allons faire vivre, nous allons entretenir le Congo autour de quelque chose d'imaginaire et on croit que c'est comme ça qu'on fait la politique. Non, non. Non, non, non. Donc, quand Martin Fayulu dit, par exemple, que, je crois que selon certaines informations, il demandera qu'il soit reconnu comme sénateur à vie, vous serez prêt à l'accepter ou pas? Attendez, j'avance. Mais nous avons connu un combat ici de même nature. Il y a eu quelqu'un, et celui-là, il était plus fort que Martin Fayulu. Il s'appelait Etienne Tshisekedi. Ah, il a eu un combat d'impérium. Avant le combat d'impérium, il a longtemps porté comme ça pendant plusieurs années un costume de premier ministre élu de la CNS. Jusqu'au jour où lui-même a renoncé à ces costumes-là au dialogue intercongolais. Et nous sommes revenus au pays après à l'Afrique du Sud, des élections étaient organisées, il a participé aux élections de 2011, il a estimé que c'est lui qui était le gagnant. Impérium. Mais finalement, il y a renoncé cet impérium pour se retrouver un matin à la surprise générale à Ibiza. En tout cas, via ses délégués. Nous connaissons ce combat-là et son aboutissement. Et nous ne pouvons donc pas nous engager dans cette voie-là. Si Fayulu formule une revendication comme quoi, parce que ça, je ne ferai pas de concession là-dessus, je reste intransigeant, la victoire était à lui en 2018. Ça, je suis intransigeant. Moi, j'ai eu accès aux données. J'étais avec un homme très informé, je crois que vous le savez, Pierre Lumbi, donc j'ai eu accès aux données. Je sais de quoi je parle. OK? Donc, si Fayulu formule cette revendication, c'est pas ensemble de venir dire oui, ça sera discuté. Si on pense que la réparation pour ce qui s'est passé en 2018 passe par cette voie-là, moi je dirais oui, on y va. Est-ce qu'on va recréer Jean Val en y ajoutant Kabila? Si on va recréer Jean Val en y ajoutant Genève Kabila, plutôt, Genève. Genève. Si on va recréer Genève, non, je ne pense pas. Mais c'est pratiquement là où je crois que les acteurs de Genève ne sont pas tous du même côté. D'autres étaient dilués justement en allant je ne sais pas. Mouzito est déjà de l'autre côté. Et d'ailleurs, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est en train de se moquer de Fayulu parce qu'il estime que lui avait levé l'option avant et tout ça. Bon, écoute, Mouzito est de l'autre côté. Fayulu tangue déjà et il prend la même direction. Mais alors, comment on va reconstituer Genève? Alors, je vais avoir cette question. J'aime pas trop poser la question, mais je suis obligé de le faire. Est-ce qu'on n'assiste pas à une fissure entre l'Est et l'Ouest, via ces rapprochements? Non. J'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, voir le rapprochement entre Fayulu et Tshisekedi qui sont de l'Ouest, et en face, vous avez Kabila et Katumbi qui sont de l'Est, est-ce qu'on n'est pas en train de consacrer quelqu'un a fait cela? cette réflexion, il l'avait lu sur Twitter, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, un jeune très très brillant, Dario Miji. Il m'a fait cette réflexion que quelqu'un avait dit que ça donnait l'impression que nous allions maintenant vers un clivage et que c'est très dangereux pour l'unité nationale, la cohésion nationale. Non, ça ne tiendra pas, ça peut pas tenir. Chacun de ces camps-là, si Fayulu a déjà rallié, effectivement, Tshisekedi prenant cette hypothèse, que ces camps-là se dressent avec ces différents acteurs-là, ça peut pas tenir parce que chacun d'entre nous, dans le camp où il est, il sait qu'au moment des élections, il doit aller chercher des voix partout au Congo. Il y a que ça. Mais vous entendez le discours de votre président, stigmatisation contre le swahilophone. Et on l'a entendu aussi. C'est aussi ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer cela? On ne parle pas de stigmatisation en l'air. Les chiffres sont là pour étayer cette allégation. C'est le cas du côté de ceux qui sont détenus, du côté de l'armée. On dit, oui, vous dites que vous sanctionnez de manière objective, mais c'est quelle coïncidence qu'on voit sur la vingtaine, sur la trentaine, plus de 70% viennent d'une même aire géographique et linguistique. Il y a un problème. Mais c'est pas à cristalliser, ça va pas se cristalliser ces clivages, puisque les élections nous obligent chacun d'aller ailleurs.
puisque les élections... En attendant les élections, on a cette perception. Non, vous n'avez pas cette perception. Bah oui, attendez. l'Ouest sont là, les lèvres sont là. Attendez, mais ça c'est chez les élites, hein. Les élites réfléchissent et des fois ils dramatisent trop là où il n'y a pas péril. De toute façon, nous sommes dans une période assez flottante. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pas à dire que c'est cette configuration qui sera gardée au moment du dialogue ou après le dialogue. Donc beaucoup de choses vont se passer d'ici les 6 mois, les 12 mois à venir. Les cartes peuvent être brouillées à tout moment. Il n'y a rien qui est acquis. Au fait, ça peut aller dans tous les sens. Mais bon alors, peut-être parce que vous considérez que Moukeba ne pèse pas. Je suis quand même Kasséen, je suis avec Katumbi, non? Non, mais on est en train de poser les questions que beaucoup de questions se posent. On peut aller également dans le côté Tshisekedi et Fayulu, on trouvera des Katangais. Alors, ne prenez pas cette photographie au niveau des leaders et il fallait pas qu'ils nous donnent une telle photographie, ces leaders. Non, je crois que ils ont d'un camp, dans un camp comme dans un autre, ils ont très mal calculé. Vous verrez qu'on n'arrivera pas à une confrontation sur base de ce clivage. D'ailleurs, la population congolaise ne laissera personne venir les diviser. Je crois que celui qui viendra avec ces idées-là pour le mettre en pratique, il trouvera toute la communauté nationale devant lui. Mike Moukeba, j'ai eu à vous recevoir. Je vous reçois comme politique, comme analyste, mais aussi comme député provincial honoraire de Kinshasa. Votre lecture sur la ville, elle est mieux que comme vous l'avez laissé. Donc ma lecture sur la ville de Kinshasa, je ne la circonscris pas à l'actualité, au moment présent, au moment M. Maintenant, là, non. Pas avec les embouteillages. Je la situe dans un passé récent. Ouais, en fait, Félix Tshisekedi a eu une politique qui n'a pas responsabilisé assez les gouverneurs de province. Il a mis l'accent sur l'action du gouvernement central, pensant qu'au niveau central, ça lui suffisait pour avoir des résultats. Et voilà. C'était pareil avec Kabila aussi. Ce qu'il a produit, il a laissé des gouverneurs gérer. C'est pas possible, je peux parler de gérer. Mais en tout cas, voilà le résultat. Remarquez par exemple qu'aujourd'hui, il y a une question sérieuse qui se pose à Kinshasa, c'est l'état de la ville, l'environnement, l'assainissement de la ville. Mais 3 ans, 4 ans auparavant, Félix Tshisekedi avait pris une très bonne initiative. Il a décidé, le gouvernement central a débloqué 2 millions de dollars mis à la disposition du gouvernement provincial, du gouvernement de la ville de Kinshasa, mensuellement. 2 millions de dollars. Vous savez ce que vous pouvez faire avec ces 2 millions? En 12 mois, en une année, ça vous fait 24 millions de dollars. Parce que aujourd'hui, les problèmes le plus crucial auquel Bumba Daniel fait face, c'est d'abord des engins dans le secteur de l'assainissement. Il n'a pas d'engins. Les pelleteuses, ainsi de suite, tout ça, il n'a pas ces engins-là. Il n'a pas trouvé, Ngobila n'en avait pas. Je te parle d'abord de gros engins. Et puis après, on va parler d'autres engins. Ngobila a fait ce qu'il a fait ici. Bon, alors, donc, 24 millions de dollars. Vous allez auprès d'une banque, vous donnez cette subvention-là en garantie bancaire. Ces prêts-là, cet argent, cette subvention, quand elle tombe chaque mois, elle sert à rembourser la banque. La banque vous donne 22 millions de dollars. Et vous voyez ce que vous pouvez acquérir comme matériel. Non. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont improvisé des ONG dans le secteur de l'assainissement. Godempoy avait une ONG ici, Fondation Godempoy. J'étais très critique sur l'action de cette ONG. Il s'est trouvé des jeunes gens à la télé pour me dire... À l'époque de Makata, on sait aussi qu'il y avait des gens qui avaient des ONG. Attendez, j'avance que j'étais jaloux et tout ça, et que ça faisait des années que Godempoy était préoccupé par le sort de Bandalungwa dans le secteur de l'environnement, et qu'il les faisait avec ses propres moyens. Je remarque que depuis qu'il n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cet amour pour Bandalungwa à assainir, cet amour s'est estompé. Qu'est-ce là? Soit ils ont improvisé de ONG, ils ont commencé à se partager cet argent. J'ai crié à m'égosiller, à me casser les cordes vocales ici. Monsieur le Président de la République, cet argent est détourné. Et aujourd'hui, voilà la situation de la vie. Le développement est un processus cumulatif et intégral. Vous y allez graduellement.
vous travaillez, il y a alternance, un autre arrive, ajoute une brique, ainsi de suite. On n'a rien fait les 3-4 dernières années. Voici les résultats. Les routes, pareil. Pour les routes de Kinshasa, à l'époque, j'ai émis une idée de mettre en place un monitoring sur l'état de route. Donc, vous n'attendez pas d'avoir de gros trous béants pour sortir des millions de dollars, mais vous monitorez l'état de route chaque matin, chaque semaine, et vous intervenez quand c'est nécessaire. Nous, on a laissé les routes se dépérir. Et pire, on a sorti des millions, des dizaines de millions de dollars sous les labels de Kinshasa Zéro Trou. Au finish, pas de résultat. Les marchés publics dans ces secteurs-là, dans ces programmes-là, ont été attribués à des copains. Mais je termine. La question des embouteillages. Moi, que vous voyez devant vous, j'ai pris l'initiative d'amener Godin Poyi discuter avec les comités de gestion de l'Onatra. Nous avons discuté avec les comités de gestion de l'Onatra. J'ai pris contact avec Gabin Lolendo. C'est lui qui a bouclé le rendez-vous. Nous avons échangé sur le train urbain. Le comité de gestion nous a montré comment faire pour réhabiliter les trains urbains. À la fin de l'échange, un petit coca, biscuit ont été servis. Question d'avoir le temps de se familiariser. Godin Poyi s'est levé, il est parti. Il n'a même pas daigné échanger avec le comité de gestion. Il est parti et le projet est tombé à l'eau. Je lui avais expliqué qu'il fallait faire un plaidoyer auprès du chef de l'État, du Premier ministre, pour qu'il nous accompagne, que nous commencions d'abord par réhabiliter les rails. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, 3-4 ans plus tard, les problèmes des embouteillages se posent avec acuité. Ça devient compliqué. Au lieu de réhabiliter les rails qui existent avec les 3 axes principaux, vous avez l'axe gare centrale Karigrès, Kinsuka, vous avez l'axe gare centrale Kassangoulou, ça traverse Kiseso, et le 3e axe, gare centrale Massina. Vous réhabilitez, vous avez des trains, on y va. Les Japonais ont proposé des trains. Ils disent, nous pouvons vous amener des trains, nous nous occupons de la réhabilitation. Mais le fameux projet de métro de Kinshasa, un métro chimérique qui ne viendra jamais, au nom de ce projet, on a refusé l'argent des Japonais. Les Japonais allaient mettre 25 millions de dollars pour réhabiliter des rails. Vous vous rendez compte? Au nom de cette affaire chimérique des métros de Kinshasa. Vous savez ce que ça coûte pour créer une ligne de métro ici? Et encore que des experts ont avancé ceci, que chez nous, installer une ligne de métro va coûter plus cher qu'à Paris, en tout cas en Europe. L'Europe est construite sur une roche, c'est un sol dur, et donc ça va coûter moins cher. C'est nous, chez nous ici, Kinshasa est construite sur une terre marécageuse. À 30 cm à peine quand vous creusez, vous avez des lots. Ça va nous coûter beaucoup plus cher en termes d'étanchéité sur cette ligne de métro. Mais on s'est quand même engagé et le gouvernement central a même sorti de l'argent détourné aujourd'hui. 20 ou 30 millions de dollars qui ont été placés dans un compte BCECO. C'est même la question de savoir comment les BCECO peuvent avoir des comptes bancaires. C'est quoi les BCECO? On parlera de le BCECO qui est également... Le BCECO devait disparaître à l'avènement de l'autorité de marché, de régulation de marché public et de la direction générale de contrôle des marchés publics. C'est prévu dans la loi. On le maintient, on fait passer des marchés là-bas et on empoche de l'argent. Mike Moukeba, je vous ai laissé parler parce que c'était important quand même. Pas que quand même d'avoir votre perception sur ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa. Vous parliez de route tout à l'heure. Il y a la rocade. Il y a quand même des routes qui sont en train d'être construites. Il y a la rocade. Voilà la rocade, par exemple. Ouais, voilà. Voilà la rocade. Une très belle initiative. Et encore, il ne s'agit pas d'une initiative de ce gouvernement. Même si l'initiative a été mise en œuvre avec Félix Tshisekedi, ça, il faut le reconnaître. La continuité de l'État. Il faut reconnaître les mérites, la révisitation du contrat chinois, même s'il y a à boire et à manger dans cette révisitation. Mais ils sont incapables, les problèmes, de comprendre le Congo et de le projeter dans un grand avenir. C'est comme s'ils n'avaient pas d'ambition. Vous construisez des rocades. Les rocades, c'est en fait ce qu'on appelle le périphérique. Ils veulent impressionner les gens, ils sont allés chercher un vocable un peu rare. Rocade pour impressionner. C'est un périphérique, ok? Donc c'est une ceinture autour de Kinshasa pour permettre de circuler, de rouler plus rapidement. Il y en a à Lubumbashi, en fait, ok, d'accord. J'ai vu. Contournement, en fait, on appelle ça contournement. Voilà. Le Lubumbashi a commencé ça, je sais pas où ils en sont, j'ai déjà emprunté ça à Lubumbashi. Donc, voyez-vous, c'est un contournement de la ville. Ça existe presque dans toutes les grandes villes du monde. Mais les rocades, c'est une autoroute.
Vous avez trouvé un projet laissé par Kabila, des rocades à 3 bandes x2, donc 3 et 3. Mais puisqu'il faut en faire une autoroute, c'est une autoroute, mais discuter avec les Chinois pour passer carrément à 4x2. Non, ils se contentent de 3x2. Et demain, avec le développement de Kinshasa, nous aurons à élargir. Demain, ça va coûter beaucoup plus cher. Plutôt que de négocier cet élargissement avec les Chinois aujourd'hui. Ça, c'est de 1, en ce qui concerne ces rocades. 2, ce qui est avancé, comme quoi que les rocades de Kinshasa vont régler le problème des embouteillages, c'est complètement faux. Les rocades, ici, vont servir plus pour ceux qui vont partir de Mboudi, ainsi de suite, vous voulez aller à l'aéroport. Mais la circulation, la mobilité à Kinshasa, elle ne va pas autour de la ceinture de la ville. Elle va des extrémités de la ville à l'intérieur de la ville, les centres-villes. Dans tout ça, là, Daniel Bumba, qu'est-ce qu'il peut faire? On a l'impression la tâche est très difficile pour lui, puisqu'il arrive en responsabilité, il trouve bien des taxes qui sont nantis. Sa méthodologie, déjà, comment vous le voyez? Il dit, je suis dans le structurel, beaucoup plus dans le structurel que dans le, voilà. Je vous jure que si vous ne prenez pas les choses de cette façon-là, vous ne vous en sortez pas. Si vous ne prenez pas les choses de manière structurelle, vous ne vous en sortez pas. Il faut y aller de manière structurelle. Mais là, il trouve que plusieurs taxes ont été nanties. Notamment l'une des principales taxes de la ville de Kinshasa, qui est la taxe sur la consommation. Elle est nantie à la Sofibank en remboursement du prêt pour la construction du marché central. 800 000 € sont défalqués à la source chaque mois. Une pratique interdite, illégale. Parce qu'en fait, l'État ne cède pas ses recettes avant qu'il ne soit entré lui-même en possession de ses recettes et qu'elle les affecte à des dépenses données, bien claires, identifiées. Mais ici, on a cédé. C'est cela sa principale difficulté. J'ai l'impression que, en fait, la gestion de son propre parti, de sa propre majorité, de son parti UDPS, c'est l'UDPS qui a géré cette ville les mandats précédents, avec une majorité d'abord FCC Cash et par la suite Union Sacrée. J'ai comme l'impression qu'ils ont préparé les libres pour qu'ils ne réussissent pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça sera peut-être ma dernière question. Ah non, pas ça, moi je suis pas son conseiller. Non, pas. Vous êtes un analyste. Aujourd'hui, il y a un problème presque partout. Embouteillage, assainissement, salubrité. Et toi, il fait quoi pour essayer de soulager moi j'ai mes recettes, mais ce sont des recettes que je garde pour mon parti. Et les moments de la campagne, vous verrez, nous avons des recettes pour transformer la ville de Kinshasa. Moi je sais, il faut appuyer à un bouton donné. Si vous appuyez pas à ces boutons, vous n'avancez pas. Il faut appuyer à ces boutons. Donc, en attendant que la population quinoise continue de souffrir. Et non, mais parce que vous voulez garder votre recette. Je garde mes recettes pour mon parti et le moment où en attendant, vous dites à cette population congolaise. En attendant, il y a un gouverneur avec une majorité. Ah, et puis une majorité écrasante, hein. 48 députés, tous de la même obédience. Ah, ça, on n'a jamais vu ça. 48 députés, tous de la même audience. Ouah, le pouvoir avec Félix Tshisekedi, tous. C'est même indécent, non? Ça gêne même, non? Et ça les gêne pas? 48 députés, ça, on n'avait jamais vu ça. Depuis que nous sommes engagés dans le processus électoral. Jamais. C'est au 4e cycle qu'on assiste à ça. Ça, c'est grave, ça. Mike Moukebaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je me rends compte que vous avez tellement de choses à dire sur la ville de Kinshasa quand prochainement on organisera une émission spécifiquement consacrée. Bon, alors, comme vous tenez tant, comme vous tenez tant à ce que je décline ma pensée sur ce qu'il y a à faire pour changer la ville. Un tout petit peu, pas tout. Faut pas tout vendre non plus, selon vous. Juste un peu pour que les Quinois, pour soulager ces Quinois. La clé, ce sont les moyens. Vous pouvez avoir la plus belle inspiration, les belles politiques publiques. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne vous en sortez pas. Kinshasa vit essentiellement des taxes et impôts. Ses principaux impôts, c'est l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Ces impôts-là sont sous-couverts. Ils ne sont pas assez couverts. Quand vous arrivez à Tunis, les Tunisois, il y a des Tunisiens et des Tunisois, quand vous arrivez à Tunis, les Tunisois sont, même dans l'ensemble de la Tunisie, 74% de la population sont propriétaires des maisons qu'ils habitent. Parce qu'il y a un pouvoir d'achat, vous prenez du crédit auprès de banques et vous payez sur 20 ans, sur 30 ans, vous êtes propriétaire. À Kinshasa,
90%, 18%, 98% de la population ici sont des locataires. Vous le savez bien. Ici, on ne sait pas acheter une maison. Pour acheter une maison, il faut devenir ministre. Et ça ne suffit même pas. Il faut non seulement être ministre, mais faire un coup. Tomber sur un marché public de gré à gré, 80 millions, moins 1 million, et puis, ouais, voilà. Donc nous sommes tous des locataires ici, quasiment. C'est une ville de locataires. Mais écoutez, c'est une manne terrible, avec cet impôt sur le revenu locatif. Mais comment on ne trouve pas l'intelligence pour maximiser les recettes dans ces secteurs-là? Qu'est-ce qui a été fait pour d'abord déterminer cette assiette? Il faut investir de l'argent, être en mesure, y arriver, moderniser la DGRK, donner à la DGRK des ressources humaines, matérielles et financières. N'est pas que recourir comme le font les gouverneurs ici, à des expertises, à des sociétés tierces pour la numérisation. Non, il faut mettre la DGRK à niveau. Et que la DGRK soit capable de savoir ce que représente cette assiette-là. Et ensuite, dans l'émission que nous allons faire, je vais te démontrer comment alors faire en sorte que ces ressources-là n'échappent pas à la ville. Ça va vous faire des milliards. Mais vous travaillez, c'est comme ça que je vous parle du structurel, c'est sur 2-3 ans. On va en parler, Okay? Parce qu'au cours de cette émission, j'annonce déjà qu'on parlera également de l'extension, de ce projet d'extension de la ville de Kinshasa. Les projets d'extension de la ville, ça j'ai des conseils à Bumba. C'est pas vraiment lui, mais on en parlera. Non. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. N'allons pas dans un projet qui va tuer Kinshasa. Kinshasa n'est pas une ville. Il faut d'abord travailler à faire de Kinshasa une ville avant d'aller ailleurs. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, Kinshasa n'a pas déjà assez de courant électrique. La deuxième ville, là, quand vous allez la construire, vous allez trouver du courant électrique où? On vous met l'eau dans la bouche, hein. On Ben va voilà. parler de Kinshasa, le Kinshasa d'aujourd'hui et le Kinshasa de demain avec ce fameux projet d'extension de la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Kinshasa qui est là actuellement et qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ce projet-là? Mike Mukeba, je vous remercie d'avoir répondu à C'est à moi de vous remercier pour l'invitation et j'en suis même très flatté. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez de le faire. Retrouvez-nous sur B1, mais également et surtout sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Écrivez-nous, appelez-nous, on est ouvert aux remarques, aux critiques. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité.